bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci d'être là, ça fait plaisir de voir autant de monde qui a envie d'entendre parler de Go, c'est pas tous les jours. Et puis ça fait plaisir de voir du monde tout court en fait, par le temps qui court. Alors moi je vais vous parler des génériques en Go. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'en fait, juste, ça fait 10 ans, 12 ans qu'on en parle maintenant. Depuis 2009, depuis la sortie de la première version de Go, ça n'a pas loupé. Dès que le langage est sorti, il y a des gens qui ont dit « mais il manque des trucs là ». Il manque quoi? Il manque les exceptions. On ne va pas en parler ce soir. Ou alors, on en reparlera après au buffet, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, mais j'espère que ça n'arrivera pas. Et les génériques, ou les templates, selon la forme selon laquelle c'est implémenté. Donc on en parle beaucoup, beaucoup. Ça a commencé tôt, mais en fait c'est récurrent. C'est-à-dire que si vous allez voir les listes de discussion, ça n'arrête pas d'être relancé à chaque nouvelle version. Mais pourquoi il n'y a pas la générique? Mais pourquoi? Et en fait surtout, parce que ça y est, les génériques ils arrivent, ils sont prévus pour la prochaine version. Donc je ne sais pas si vous suivez à peu près, mais le cycle de release de Go, c'est une version en août, une version en février, plus ou moins quelques jours. Et la prochaine, donc, qui va arriver courant février 2022, la 1.18, va inclure une première version des génériques. Donc là, ça fait un petit moment, ça doit faire 1 an que la proposition a été acceptée, que les choses ont évolué un petit peu. La proposition essentiellement les éléments de syntaxe qui va arriver autour évolue, ça bouge. Je vais essayer de vous en parler un petit peu, de vous raconter un peu cette histoire, parce qu'il y a des éléments intéressants. Et là, on commence à arriver à quelque chose qui, à mon avis, est stable et qui devrait ressembler à ce qu'on aura dans la version finale. Alors, pourquoi ça a mis autant de temps? Pourquoi 12 ans pour mettre des génériques alors que finalement tout le monde en voulait depuis le début? On parle de la remarque de Russ Cox, qui est un grand classique. Hein. Les génériques, c'est quoi? C'est une solution à éviter la répétition de code. Globalement, quand on a un bout de code relativement générique à écrire, qui peut s'appliquer à différents types d'objets. Soit c'est le programmeur qui prend à sa charge le fait de l'écrire plusieurs fois, en fonction des différentes implémentations qu'il va vouloir avoir. Soit c'est le compilateur qui traduit ça, soit c'est le runtime qui va dérouler son exécution en fonction des objets qu'il a dynamiquement. Donc les programmeurs, c'est la version actuelle de Go, hein, c'est nous qui le faisons. Les compilateurs, c'est C++. Et le runtime, ça va être du Java, ce qu'on appelle les génériques. Donc dans les compilateurs, on n'a pas le plus. Enfin, dans le cas C++, c'est plutôt du templating que vous entendrez. Alors pourquoi ils n'ont pas fait? Parce qu'ils se disent on ne veut pas ralentir notre compilateur, parce que justement c'est une des promesses de Go, c'est que ça aille vite, ça compile vite, et bien. Et surtout on ne veut pas ralentir l'exécution. Déjà qu'on a un garbage collector dont pas mal de gens se moquent, voilà, on va essayer de s'arrêter, de pas ralentir encore plus. Et puis ils disent finalement le compromis il n'est pas horrible. Hein. Après tout, tout ce qu'on pourrait faire avec des génériques, on peut le faire rapidement avec quelques lignes de code. C'est vrai, on en reparlera. Le cas d'usage typique, je pense que... Qui a fait du Go déjà dans la salle, tiens, pour avoir une petite idée? Presque tout le monde, super. Et qui est-ce qui a déjà fait dans sa vie des génériques ou des templates sur n'importe quel langage? Bien, presque tout le monde aussi. Et qui est-ce qui a déjà fait des génériques en Go? Ah, j'en ai un, bien. Bon, c'est bien, je comprends pourquoi vous êtes là maintenant, c'est très bien. Donc, je pense que la plupart des développeurs Go, vous avez eu ce problème-là. Comment je fais pour écrire une fonction qui va rechercher un élément dans un tableau? Il n'y a pas 36 façons de faire. Hein. Il y a la troisième, on peut commencer par la fin, c'est-à-dire que j'écris ma fonction pour mon type de données précis. Et puis, si je veux chercher dans un tableau de string, je vais écrire index string. Si je veux chercher dans un tableau d'int, je vais écrire index int et faire toutes mes fonctions à la main. Ça se fait en 3 lignes, on fait une boucle for, on compare, etc. Voilà, très bien. Mais on en a un peu marre. Donc on se dit, je vais être un peu plus intelligent. Moi, je vais utiliser des interfaces, des objets interfaces, donc des interfaces vides. Ce sont des objets on peut passer n'importe quel objet à leur place. Donc X, mon objet X, ça va être n'importe quoi. Et comme on a le droit de comparer des interfaces, l'égalité, elle va être assez intelligente pour aller rentrer dans le type réel de l'objet pour voir si c'est le même et si c'est la même valeur. Je vais y arriver à retomber sur mes pas. Donc le deuxième paramètre, mon tableau, ça va être un tableau d'interface. Ça, dans l'idée, c'est pas mal, parce que mon implémentation de la fonction index, ça va bien marcher, ça va être très facile, je fais ma boucle, je compare, pas de souci. Le problème, c'est au niveau de l'appelant. Parce qu'au niveau de l'appelant, le tableau d'interface, ça ne correspond pas à n'importe quel type de tableau. Pour des raisons dont on pourra parler après si vous voulez. Un tableau d'int, ce n'est pas un tableau d'interface. Vous êtes obligé de faire une conversion à la main. Donc vous avez une boucle en plus à faire à la main pour transformer votre tableau d'int en tableau d'interface. Donc ce n'est pas une bonne solution.
Là, on se dit, bah, c'est pas grave, dans ce cas-là, mon deuxième paramètre, j'en fais une interface. Comme ça, tout va matcher, il n'y a pas de souci, le plan, il est tranquille. Ben non, parce que si je fais ça, d'abord, j'ai le risque que mon deuxième paramètre ne soit pas vraiment un tableau. Je peux avoir passé n'importe quoi. En fait, en faisant ça, je casse complètement le système de type de Go. Donc, c'est quand même un peu contre-productif comme histoire. En plus de ça, si je veux manipuler mon deuxième paramètre comme un tableau, ben, il va falloir faire une assertion de type pour le retransformer en tableau à l'intérieur. Mais en tableau de quoi? Ah, ben, en tableau d'interface, parce que ça va matcher tout. Ah oui, mais non, parce que ça veut dire que si je fais ça, l'appelant, il va devoir lui-même aussi convertir son tableau en tableau d'interface avant. Bref, la seule solution pour moi de ce problème-là, c'est de faire des implémentations sur mesure. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Et c'est pénible, et donc c'est là qu'on aimerait bien avoir des génériques pour pouvoir simplifier ce travail-là. Il n'y a pas que ça. François en a pas mal parlé ce matin. Tout ce qui concerne les paradigmes fonctionnels, ben, ils sont complètement absents en Go. Et c'est dommage parce que c'est un langage qui n'est pas loin de pouvoir les permettre. Donc qu'est-ce que j'entends par paradigme fonctionnel? Essentiellement tout ce qui va être lié à du traitement sur des streams, du map, du filter, du reduce, des choses comme ça. On pourrait aussi avoir la notion d'option ou de result, des classiques des langages fonctionnels qui vont permettre d'encapsuler un petit peu le résultat de fonctions, qui n'existent pas aujourd'hui et qui pourraient être facilement émulés à l'aide des génériques. Alors, on peut faire sans aussi. Je pense que tous ceux qui ont fait du Go, vous avez manipulé une fois dans votre vie la librairie sort. Bah, c'est un cas d'usage typique des génériques. J'ai un élément qui satisfait certaines règles, qui va me permettre de comparer des éléments 2 à 2, de les permuter. Et du coup, une fois que j'ai ces règles de base, bah, je vais prendre mon tableau, je vais faire mes manips, et à la fin, je vais avoir un tableau trié. Très bien, ça marche. Là, on prend le problème un peu à l'envers. Hein. C'est plus vraiment du générique, mais on se débrouille pour que notre élément satisfasse à l'interface, et on va ensuite pouvoir trier en utilisant ces éléments. Tous ceux qui l'ont utilisé, vous êtes bien conscients aussi qu'il y a une certaine lourdeur au niveau du code pour implémenter l'interface. Votre objet, il va falloir lui redéfinir ces 3 fonctions à chaque fois, c'est un peu lourd. Alors du coup, dans je ne sais plus quelle version, mais une version assez récente de Go, ils ont rajouté le sort.slice, qui va faire un traitement tout simple, qui sait que votre input c'est un tableau, et donc vous n'avez plus que la fonction less à donner en inline. Donc ça se fait assez bien, c'est beaucoup plus synthétique. Mais ce n'est pas magique. Donc énormément de duplication de code, parce qu'on fait toujours la même chose. C'est assez lourd, pas très lisible. Donc aujourd'hui, on en a besoin. Et ça tombe bien, parce qu'on va pouvoir l'utiliser. Alors, comment ça marche les génériques en Go? C'est relativement classique hein, par rapport aux autres langages. Ils n'ont pas fait une grosse révolution, si ce n'est au niveau de la syntaxe. On s'attendrait à avoir des chevrons. Dans la plupart des langages, le type paramétré, il est inséré à l'aide de chevrons. Donc là, en Go, c'est la partie en gras, c'est fait avec des crochets. Donc vous définissez votre fonction, comme avant, vous mettez entre crochets le type qui va servir de paramètre, et que vous avez le droit d'utiliser ensuite dans toute la définition. Je parle de fonction, mais c'est valable pour les structures, pour un petit peu tout. Hein. Vous pouvez l'utiliser de façon... Enfin, les paramètres marchent un petit peu partout. À l'utilisation, pareil, vous mettez vos crochets pour dire je veux la fonction filter paramétrée par le type int. Et je passe derrière, du coup, un tableau d'int et mon prédicat sur les int. Comme Go est un langage fortement typé, il est capable d'inférer tout seul, dans la plupart des cas, le type de vos paramètres. Et donc, comme il a le type des paramètres, il va pouvoir déduire tout seul le type du paramètre de filter. Et donc, c'est très bien parce qu'en fait, on peut l'omettre. Et c'est ce qui va se passer en pratique dans quasiment tous les cas. Vous n'aurez pas à le rappeler à l'appel. Donc, si vous utilisez des bibliothèques de générique, en fait, ce sera quasiment transparent pour vous. Vous pourrez y aller directement sans mettre les crochets. Donc ça, c'est chouette parce qu'il y a plusieurs éléments. C'est rétrocompatible avec Go 1.18, parce qu'à un moment, on se disait « Ah, les génériques, c'est bien, on le veut, mais il va falloir attendre Go 2, parce que ça va forcément casser la compatibilité. » Mais en fait, non. Et c'est vrai, il n'y a pas de raison. Un petit mot, oui. Pourquoi on n'utilise pas les chevrons? Parce que Go a une particularité, vous pouvez renvoyer des tuples de valeurs, donc des valeurs séparées par des virgules. Et là, on est dans un cas, typiquement, je vais le faire à la souris, comme ça on aura la vidéo. Si j'ai une souris, je n'ai pas de souris. Ah si, il est là. Où ce truc-là, si on utilisait des chevrons pour les types, on ne saurait pas comment le décrire. Est-ce que ça, c'est la fonction W paramétrée par les types X et Y, appliquée à la valeur Z? Ouais, c'est possible. Et cette fonction W renverrait 2 valeurs, que je stocke dans A et B. Ou alors, est-ce que c'est W inférieur à X, donc un booléen, et
y supérieur à z, un autre booléen, que je stocke dans a et b. Bah, vous voyez bien qu'il y a un problème. Donc là, pour être capable de distinguer ces deux cas-là, il y aurait tout un bazar à mettre en œuvre au niveau du compilateur pour essayer, avec de l'inférence de type, des trucs et des machins, de comprendre ce qui se passe. Donc énormément de lourdeur, ça ralentira le compilateur, c'est même pas fiable à 100%, on ne le fait pas. Donc au début, ils se sont dit, bah, c'est pas grave, on va mettre des parenthèses. Donc la toute première version des génériques, ils avaient mis des parenthèses pour isoler le type. Ça marche, il n'y a pas de problème d'ambiguïté de syntaxe. Par contre, là, pour un humain, c'était difficilement lisible, on confondait avec les paramètres de la fonction. Donc ils sont arrivés sur les crochets, qui, après un petit peu d'utilisation, en fait, devient un très bon compromis. Moi, je pense que c'est très satisfaisant comme élément. Alors, un petit exemple. Comme on n'a pas beaucoup de temps, je l'ai préécrit, je ne vais pas vous faire en live. Mais voilà à quoi ça va ressembler. Donc, je ne sais pas si vous connaissez ce site-là, Go2Go-Play. C'est l'équivalent d'un playground Go, mais pour les versions ultérieures à venir, d'où le Go2. Et c'est là-dedans qu'ils ont mis un petit simulateur de générique, ancienne version. Mais pour aujourd'hui, ça ira très bien. Donc, j'ai une fonction main qui déclare une suite, qui applique un filtre dessus, en fonction d'un prédicat isEven, qui est simplement est-ce que mon paramètre est pair. Donc l'idée, c'est que je récupère juste les éléments pairs de ma suite et je les affiche. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans. Je paramètre mon filtre par un type, donc je peux lui passer n'importe quel objet, pas de contrainte. Et pour tous les objets de la liste qui satisfont mon prédicat qui est donné lui-même en paramètre, eh bien, je les conserve, je les stocke dans un nouveau tableau et je retourne ce nouveau tableau. Alors, hop, je formate, j'exécute, et ben ça marche, il me renvoie bien les éléments pairs. Donc au niveau syntaxique, il n'y a pas de difficulté, ça ressemble à tout ce que vous avez connu jusqu'à maintenant, pour tous ceux qui ont déjà fait des génériques. Et c'est ce qu'on attendait en fait. Du coup, on se demande d'autant plus pourquoi ils ont attendu aussi longtemps pour le faire. Je n'ai pas complètement la réponse. On a quelques éléments de réponse. Alors déjà, là, dans mon petit exemple, vous avez vu le type T, il était de type any. Any, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai besoin de rien faire sur ce type-là. Vous avez vu, j'ai juste appliqué un prédicat que j'avais défini moi-même. Donc au niveau de l'implémentation de mon filter, je ne faisais aucune hypothèse sur cet objet-là. En pratique, souvent, ça va être le cas. On va avoir besoin de faire des hypothèses sur le type des objets qu'on va prendre. Là, je vous ai mis un petit exemple où l'hypothèse qu'on fait, c'est que le type de mon objet, il va inclure une méthode string, parce que je vais vouloir l'afficher. Donc je dis que mon type T doit être contraint par l'interface stringer. Là, dans la toute première version, ils avaient défini une notion de contrat. C'était un gros bazar, incompréhensible, qui en gros était une interface avec des petits trucs en plus. Bon, assez vite, ils sont revenus un petit peu là-dessus, et maintenant, ces contrats-là, ce sont des interfaces classiques. C'est pour ça que j'ai mis FMT Script Stringer, c'est vraiment l'interface FMT Stringer que vous connaissez. C'est ça qu'on va manipuler. Comme dans toutes les autres implémentations des génériques d'ailleurs. En général, c'est ça. Vous avez un type qui extend quelque chose en Java, etc. Quelques petits cas particuliers. Le any que je vous ai montré, en fait, c'est un alias pour l'interface vide. Ça veut dire n'importe quoi. Comparable, ça va permettre d'utiliser les opérateurs égal ou différents. Donc ça pourrait être intéressant pour le index, par exemple. Si je voulais faire un index en générique, j'aurais besoin que l'objet soit comparable. Et la petite nouveauté, c'est qu'on peut contraindre à un ensemble de types. Une interface, en plus d'avoir une liste de méthodes, peut rassembler un ensemble de types. Donc là, c'est pareil, la syntaxe a un petit peu évolué. Là, je vous donne la dernière en date, je pense qu'on va rester là-dessus. C'est tout ce qui va être équivalent des caractères, équivalent au sens structurel. C'est-à-dire que dès que vous faites des alias de type sur des caractères, ça va être considéré équivalent. Ou à des int, ou à des floats, ou à des strings. C'est un exemple. Hein. Tout cela, c'est des types sur lesquels j'ai les opérateurs inférieurs-supérieurs. Donc en fait, ça va me permettre d'avoir des fonctions sur lesquelles je vais pouvoir utiliser inférieur-supérieur, par exemple, pour faire une fonction générique de tri. Il y a plein d'autres possibilités dont je ne parle pas, vous aurez les liens sur les slides. Quand on parle de ça, on a tout dit sur le langage, quasiment. Ce qui est intéressant, c'est de voir aussi ce qu'ils vont amener avec comme outillage. Il y a eu énormément de discussions sur le sujet, et finalement, en fait, Go, fidèle à lui-même, ils ne vont pas faire grand-chose. Ils ne vont pas faire grand-chose, pourquoi? Parce qu'ils se disent, on ne va pas tout de suite donner plein d'outils compliqués aux gens, parce qu'en fait, on ne sait pas s'ils vont les utiliser. On ne sait pas si c'est ça qu'ils attendent. Donc là, aujourd'hui, la solution vers laquelle on s'oriente, c'est que sur la 1.18, il n'y aura rien dans la lib standard. Il y aura des choses, par contre, dans des libs expérimentales, pour pouvoir commencer à jouer un petit peu avec.
il y aura un X slash générique ou je sais pas quoi avec des petites choses dedans. Histoire de se donner le temps, peut-être 6 mois, 1 an après, dans la version suivante, de rajouter vraiment des choses pour la manipulation de slice, pour la manipulation de map, par exemple. Mais encore une fois, de façon très simple. Là, tout ce qui est envisagé, c'est un petit peu ce que je vous ai mis là, cet ordre de grandeur, c'est-à-dire que pour les slices, on va avoir du index, on va avoir du compare pour regarder si des tableaux sont équivalents. Mais pas de choses compliquées, enfin, entre guillemets, comme du filter, du map. Ça, ils ne veulent pas le faire tout de suite, pareil. Ils se posent la question de l'usage, l'intérêt. Bon, moi, je le vois très clairement, mais visiblement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et donc, ça arriverait peut-être encore dans un troisième temps, ça, avec peut-être une notion de stream qui sera à créer dans Go. Dernière petite chose que je voulais vous raconter, c'est l'implémentation. Vous vous rappelez ce petit blabla du début là, on essaie de trouver le meilleur compromis entre les programmeurs qui passent du temps, le compilateur qui passe du temps, ou l'exécution qui passe du temps. Donc on est dans les génériques, donc on oublie le premier point, mais où est-ce que se situe Go entre la compilation et l'exécution? Donc il y a 3 designs qui ont été spécifiés, un qui correspond au compilateur qui fait tout, un qui est on compile un seul modèle de la fonction et c'est à l'exécution qu'on regarde lequel on fait. Aujourd'hui, l'implémentation qui existe, mais il n'y a pas encore de conclusion définitive là-dessus, c'est le compilateur qui fait le boulot. Donc en gros, de façon très concrète, aujourd'hui, le code produit, c'est le même que quand vous écrivez votre index string et votre index int. Il va prendre tous les types sur lesquels vous instanciez votre fonction, il va les dérouler. Et donc ça fait un binaire un petit peu plus gros, un compilateur un peu plus lent, mais pas énormément parce que c'est pas très compliqué ce qu'on lui demande. Et l'idée, c'est qu'à terme, par contre, il rajoute une notion de dictionnaire qui va leur permettre de regrouper certaines implémentations qui sont proches pour, donc ça c'est le troisième design, pour réduire un petit peu la taille du binaire sans perdre de performance à l'exécution. Donc toutes les implémentations qui auront un peu, je crois que c'est la même taille en mémoire essentiellement, et la même structure en tout cas en mémoire, qui seront regroupées dans une même instance et qui sera choisie au runtime. Je pense que j'arrive au bout de mon temps, le chrono est parti un peu après. Merci beaucoup. Et si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il me reste. Jérôme. Alors, on pourra en prendre quelques-unes et sinon je vous invite à échanger avec Benoît après. Voilà, je serai là au pot, hein, évidemment. Super. Super. Allô? Super. Deux questions en une. Il me semble que tu as dit, déjà merci pour la présentation, et il me semble que tu as dit que le type interface allait être remplacé par le type any, c'est ça? Ou pas du tout? En fait, le mot-clé any, c'est un alias pour interface accolade-accolade. C'est pas que ça remplace, c'est juste dans le cadre des génériques, quand tu mets entre crochets ton type any, c'est pour dire je lui donne aucune contrainte. Parce qu'on est obligé de mettre une contrainte derrière l'identifiant du type. On est obligé de mettre quelque chose syntaxiquement, sinon le compilateur il va pas s'en sortir. Et plutôt que de devoir taper interface accolade-accolade à chaque fois, on remplace par any qui a du sens. D'accord. Mais je pourrais pas l'utiliser par exemple en paramètre, le type any? Non. Plutôt qu'interface. D'accord. Ok. Bon bah du coup pas de deuxième. Bon. Là-bas, il y a une question. À gauche. Merci pour la presse. Du coup, au début, tu as parlé de l'utilisation des génériques pour faire des types un peu plus complexes, genre options ou résultats. Mais du coup, pour ça, il faudrait peut-être des union types. Il y a des, je sais pas, il y a des avancées là-dessus en Go. Il y a des. Tu commences à en parler ou pas? Je suis pas au courant, mais j'aimerais beaucoup. Ouais, moi aussi. Je pense que ça serait pas très compliqué, encore une fois, de rajouter ça sans casser la rétrocompatibilité. Ça, c'est quand même un élément qui est hyper important pour les concepteurs de Go, et je peux les comprendre. Ils veulent jamais casser la compatibilité avec l'existant. Donc, on restera sur la branche 1 et rajouter des choses. Mais rajouter des union types avec du pattern matching, moi, je pense que c'est jouable avec. Mais bon, ça va rajouter des mots-clés, ça va rajouter de la complexité, donc ils prennent le temps. Je ne sais pas si quelqu'un a des éléments là-dessus, moi, j'en ai pas. J'en ai, mais on en discutera après. Ouais, okay. Non, par contre, le truc que j'ai vu qui m'intéresse, c'est les parties type families, en gros, l'espèce de type families que tu peux rajouter sur les définitions de contrat. Enfin, pas contrat, enfin, les interfaces que tu peux poser. Sauf que vu que je demande à du typage structurel et pas du typage nominal, comment, en gros, est-ce que c'est purement arbitraire et c'est les créateurs de Go qui ont dit
bon, bah, en gros, il y aura char, il y aura int et on va définir nous-mêmes le truc, ou est-ce qu'il y aura moyen de faire des espèces de familles un peu comme ça, qui rassemblent des interfaces ou, parce que je trouve ça un peu antinominal avec du typage structurel, en fait. C'est vrai. Moi, je vois ça essentiellement comme une facilité pour pouvoir contraindre au niveau des opérateurs de peut-être la structure mémoire aussi, la taille mémoire que tu vas utiliser de façon sous-jacente. Il faut savoir que moi, dans mon exemple, là, je vous ai mis que des types primitifs, hein, du int, du string, des choses comme ça, mais on peut mettre n'importe quel type là-dedans. Tu peux mettre ta struct à toi, à partir du moment où elle-même n'est pas un alias d'un autre. Donc, pour moi, l'usage, il est essentiellement là. On garde l'idée d'agrégation d'interface. J'ai une interface qui va peut-être en agréger d'autres qui vont avoir certains comportements. L'union va permettre de dire bah, je veux ça ou ça, mais alors par contre quand on parle d'union d'interface, ça n'a pas trop de sens. Une interface, pourquoi j'aurais celle-là ou celle-là? Non, je prends directement l'intersection des deux et je me la mets à l'intérieur, ça sera plus simple. Ça, cet élément-là d'énumération de type essentiellement primitif, pour moi, il est surtout là pour les opérateurs, pour les deux exemples que je vous ai mis, hein, pour le comparable, pour le order, des choses comme ça. Je ne suis pas sûr qu'on... Peut-être qu'il y aura des use cases pour aller plus loin, mais aujourd'hui, je ne les vois pas. Très bien, merci encore Benoît. Merci à tous.